Bon, ensuite, on va procéder à des échanges entre Fadel Ndao et le public. Donc, je pense que les personnes qui sont ici présentes ont déjà manifesté leur intérêt pour le livre et certaines d'entre elles l'ont déjà lu. Donc, on pourra alors procéder à des échanges avant de passer à la phase finale de cette cérémonie. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Fodé Nyon, qui est président de l'Association des écrivains du Sénégal. Merci, bonjour à tout le monde et bienvenue. Merci M. Fall pour ces mots introductifs qui, je le dis chaque fois qu'on est là en présentant l'ouvrage, que nous sommes entre deux naissances. L'une, c'est la sortie de l'ouvrage, l'autre, c'est par rapport à la structure qui a facilité cette sortie. Je vais... J'attends qu'elle se pose d'abord. Je vais saluer vraiment Ngoné, qui est vraiment une actrice, qui est une combattante, je dirais ça comme ça, pour la littérature, qui a créé sa structure il y a longtemps, qui s'occupe aussi de l'édition et nous offre toujours de belles choses. En tout cas, merci pour cet après-midi, d'avoir conduit à ces éminentes personnes vers le siège de l'Association des écrivains du Sénégal. Ici, c'est un lieu, je dirais, mythique, parce que c'est l'ancienne maison de Birago Diop, qui est devenue le siège des écrivains du Sénégal depuis 1992-90. Bienvenue encore une deuxième fois. Alors, Fadel Ndao, en énumérant tout à l'heure ses ouvrages, j'ai compté 4 ouvrages déjà. Il n'est plus un jeune écrivain. Il a confirmé. Parce que être jeune écrivain, ce n'est pas lié à l'âge. C'est lié à la date d'apparition du premier ouvrage. Vous verrez quelqu'un à 90 ans être un jeune écrivain. Et ça, Rahmatou Seck semble, membre de l'association du Sénégal, assise, là, ne me démentira pas. Donc, Fadel, je me permets de dire votre nom directement et de laisser le vous à côté, parce que dès qu'on pénètre dans cette maison d'édition, on est tous égaux. C'est comme ça la maison d'édition et c'est comme ça les écrivains. En tout cas, moi je vous félicite, parce que écrire, ma sœur ne me démentira pas, qui est notre fierté, qui est une grande romancière, et qui fait de très très belles choses dans ce pays et ailleurs aussi. Et je sais que sa note de lecture va nous émerveiller, ça j'en suis sûr. Dire simplement que l'acte d'écriture et l'acte d'écrire, c'est juste un dévoilement. C'est une intime chose qu'on met devant les gens. Et ça nous engage, ça nous fragilise et ça nous rend fort en même temps. Ce roman, je ne l'ai pas lu encore, mais je vais vraiment le lire pour comprendre ce que Fadel nous dit dans ce récit. Mais je suis sûr, en parcourant la 4e de couverture, qu'il y a une consistance par rapport à tout cela. Donc je vais rapidement voir ce qu'il nous a donné et plus tard, je ne sais pas quand, l'accueillir au sein de la maison de Kër-Birago, qui regroupe énormément d'écrivains d'ici et d'ailleurs même. Si vous regardez les photos qui sont accrochées au mur, vous verrez que nous avons des membres qui sont ailleurs, qui ne vivent pas au Sénégal. Donc nous sommes une association pour le développement de la création et pour le développement de la littérature. Donc elle est ouverte pour vraiment tout le monde et pour tous les écrivains aussi. Alors, je vais m'en arrêter là en attendant d'écouter ma sœur qui va nous émerveiller, j'en suis sûr. Merci. Merci, M. Diop. Avant de donner la parole à Fatima Diallo Ba,
je vais brièvement vous présenter Fadel Ndao. Fadel Ndao est un expert eau et assainissement. Je dois dire d'ailleurs que c'est l'un des plus brillants experts eau et assainissement de l'Afrique. Il a travaillé pendant de longues années dans son pays, où il a mené de grands projets, avant de poursuivre sa carrière en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Égypte, où il a conduit des réformes aussi d'autres projets. Donc nous, on l'a plus connu par la production de documents ou de contributions techniques, et on a été surpris quand il a pris sa retraite, tout en continuant quand même à être consultant pour la Banque mondiale et d'autres organisations, de découvrir que c'est un écrivain et c'était des talents qui dormaient peut-être en lui et qu'il peut maintenant éclater, faire partager à tout le monde. Donc, après un livre qui a connu beaucoup de succès, un parcours au fil de l'eau, qui est parti de sa carrière comme expert eau et assainissement, il a produit ce roman qui est de très grande qualité pour tous ceux qui l'ont commenté jusqu'à présent. Et moi, vous êtes des écrivains, moi je suis journaliste et communicateur. J'ai l'impression de dire que ouais, la passerelle est rapidement faite. Et j'ai l'impression de dire que, j'ai l'habitude de dire que les romanciers, ce sont eux qui nous aident à voyager et à rêver par l'écriture. Et lui, il a réussi à le faire d'une manière quasi parfaite. Parce qu'en lisant ce livre, elle va le développer peut-être mieux que moi. On a pu voyager en Jordanie, en Italie, à travers le Sénégal, et sur fond d'une intrigue vraiment qui est vraiment haletante. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Diallo Ba, qui va nous parler de ce qu'elle a retenu de cette production littéraire de Fadel Ndao. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez applaudir cette présentation parce que vraiment, il nous donne une bonne idée à la fois de lui, celui qui a parlé, et de celui dont il a parlé. Leurs carrières sont brillantes et font notre fierté. Alors, je ne m'attendais pas du tout à prendre la parole comme ceci aujourd'hui. Mais nécessité fait loi, et tout à l'heure dans le bureau de Fodé, on se disait que ce qui fait le charme de nos cérémonies, c'est justement ce caractère un peu imprévisible. Et donc, peut-être que c'est ça qui fait aussi le charme, qui va faire le charme de la présentation, qui sait. Alors, les hommes scientifiques qui écrivent, ceux qui ont fait une belle carrière professionnelle et qui écrivent, produisent toujours des œuvres très, très, très denses, très intéressantes. Je me souviens de notre doyen Ibrahima Kandé-Sane, qui est décédé et qui avait produit, je trouve, les plus beaux romans que cette terre sénégalaise ait jamais produite. Je pense à Sembène, bien sûr, qui a produit de très beaux livres. Mais lui, Ibrahima, c'était un géant. Un géant, il a produit des livres absolument impressionnants. Moi, je pense aussi à Jean-Christophe Ruffin, qui était ambassadeur de France au Sénégal et qui a produit une œuvre littéraire fantastique. Donc, on n'est pas obligé d'être du sérail littéraire ou d'être, voilà, pour produire de grands romans. Et en lisant ce texte, je me suis dit, il est heureux presque que la personne, le romancier qui a écrit ça, ne soit pas du sérail, parce que ce qu'il apporte dedans est de l'ordre de l'expertise. Et vous avez dit qu'il était expert eau et assainissement de dimension internationale. Ben, ça se voit là-dedans. La dimension écologique est très très présente. Alors, j'ai, comme d'habitude, pour éviter de dire trop de bêtises, j'écris toujours un texte, surtout quand on est surpris comme ça. Alors, dans un premier temps, vous parlez juste du livre, du début à la fin, divisé en plusieurs chapitres, je crois que c'est 17, si je ne me trompe. 17 chapitres avec chacun un titre, 17 entrelacements
avec pour chacun des titres une sorte d'autonomie. Chacun des chapitres pourrait se lire tout seul, mais tous ensemble, ils forment encore autre chose, un autre sens. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'en ai pensé. Au début, avant de savoir que j'allais le présenter à la place de Waliba, moi, j'avais voulu le prendre sous un angle un peu féminin, voire féministe, comme d'habitude. Hein. Et je me disais que les femmes dans ce livre n'avaient pas une belle destinée quand même. Même celle qui apparaissait flamboyante au début, finit 4 pieds sous terre à la fin. Et complètement d'ailleurs réduite, ratatinée par cette calamité qu'est la drogue. Donc au début je me suis dit, bon, avec les 2 femmes en plus, l'une qui est une traîtresse, l'autre voilà, qui est la cousine, mais qui à la fin, bon, joue un rôle quelque peu traditionnel, je m'étais dit, je vais attaquer l'auteur sous un angle féministe. Mais bon, là maintenant, je ne me sens plus du tout dans ce mood-là, et je vais vous présenter ce que j'avais prévu. Donc, s'aventurer dans l'exégèse d'une œuvre littéraire lorsqu'elle est forgée par un esprit épris d'absolu, de rigueur et de grand système est un exercice qui commande une profonde gratitude et puis de la déférence. C'est avec bienveillance, une bienveillance admirative, que l'on ouvre votre livre, Masque dévoilé. D'emblée, le titre résonne comme une promesse lumineuse, une invitation généreuse faite au lecteur d'écarter les voiles du quotidien pour contempler les vérités cachées de l'existence. La littérature a ceci de magique qu'elle permet aux esprits les plus structurés de prêter leur clarté au mystère mouvant de l'âme humaine, offrant un carcan protecteur à ceux qui, sans l'art, resteraient de l'ordre de l'indicible. Ce texte se présente à nous comme un carrefour ambitieux et profondément humaniste, où se croisent les rumeurs du monde, les élans sacrés du cœur, les dérives du pouvoir et surtout la quête éperdue d'une commune dignité. C'est précisément la volonté totale d'embrasser l'univers en un seul mouvement de plume. Une foi inébranlable en la puissance des mots, c'est cela qui fait la grandeur et la poésie de cette œuvre. On sent poindre sur chaque ligne la sensibilité d'un penseur qui a choisi de mettre la clarté de sa vision au service des passions humaines. Vous avez construit une intrigue avec une maîtrise architecturale quand même rassurante. Les personnages avancent sur l'échiquier de la fiction, guidés par une main bienveillante, et dessinent des trajectoires assez complexes, mais qui ne perdent jamais le nord éthique que vous vous êtes fixé. Le voyage qui est présent, parce que la totalité de ce roman est un voyage, monsieur le modérateur l'a souligné, voyage entre les continents, voyage entre les foi, dans la religion, voyage dans les paysages aussi. Le voyage est inévitablement ici un véritable cheminement initiatique. L'amour n'est pas simplement un égarement destructeur, mais c'est une force d'élévation, une tension vers le beau et le bien qui soutient les êtres face aux tempêtes. Cette belle propension à vouloir harmoniser le chaos du monde, à donner un sens et une direction à l'inextricable complexité de nos sentiments, confère au roman une certaine majesté, et une majesté de la raison et du cœur réunis. L'auteur, vous en l'occurrence, vous veillez sur vos créatures avec une sorte de sollicitude paternelle, même si on a tendance à se demander est-ce que Sobel c'est Fadel. Donc le récit s'articule autour de piliers qui cohabitent dans une symphonie habilement maîtrisée. D'abord le complot. Vous le traitez non pas comme un artifice de divertissement, mais comme une allégorie lucide et courageuse des forces qui tentent d'assombrir notre monde. À travers les machinations de l'ombre et les coulisses du pouvoir, vous déployez une critique sociale et une
critique philosophique essentielle. Vous mettez en scène les structures de domination pour mieux exalter l'étincelle de résistance et de justice qui réside en chaque individu et en l'occurrence en Sobel Gu. Les masques de l'hypocrisie tombent les uns après les autres, révélant la nécessité impérieuse de la droiture. C'est une mécanique narrative d'une grande clarté qui fonctionne comme une fable moderne où la vérité finit toujours par triompher des ténèbres. Le lecteur y trouvera un motif d'espérance, une démonstration que face à la trahison, la conscience humaine possède les ressources nécessaires pour rétablir l'équilibre et préserver le lien commun. C'est une quête de vérité qui se déploie à travers ce voyage, une translation géographique que vous utilisez comme un miroir de l'élévation de l'âme. Les décors changent, les horizons s'élargissent et on ressent de l'émerveillement face à ce que vous, écrivains, pensez devant la richesse et la diversité du monde. Les frontières que l'on franchit dans ce roman ne sont pas simplement extérieures. Moi, j'y ai vu des frontières intérieures que l'on franchit petit à petit. C'est un nomadisme textuel que vous nous proposez. Et c'est une invitation au détachement, une invitation à quitter les certitudes casanières pour aller à la rencontre de l'autre aussi. Ce n'était pas très évident entre Mona et Fadel. Pourtant, ils parlent... J'ai dit Fadel. Wow. Entre Mona et Sobel. Bon, en tout cas, voilà, du coup, j'ai perdu mon... Voilà, les paysages. Donc, je laisse Mona et Sobel, ou Mona et Fadel, hein, on peut, hein. Je me demande s'il n'y a pas une Mona dans votre vie. Enfin, on verra bien, vous nous le direz. Madame Dao accouchera. Ah, Madame Dao, pardon. Non, ou alors, c'est une Mona purement spirituelle. Elle n'existe pas, voilà. C'est comme les enfants que... Ma petite copine là, le dira facilement. C'est comme les enfants qui ont des amis imaginaires qui vous accompagnent la nuit, avec qui vous pouvez discuter. Cette Mona est purement virtuelle. On comprend au fil des pages que le grand périple que vous nous proposez n'est pas une fuite, mais peut-être une parabole. Il faut quelquefois courir le monde et accepter le détour de l'exil pour mesurer l'étendue de sa propre patrie intérieure. Et c'est dans ce même esprit de noblesse que s'épanouit l'histoire d'amour qui traverse le livre. Vous traitez du sentiment amoureux avec beaucoup de pudeur. Au début, j'ai eu un peu peur. Il y a eu une scène là à Milan qui m'a fait un peu peur. Mais après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pudeur dans l'évocation de cet amour, même quand il était brûlant. L'amour est grand, il est pur et il est respectueux. Il est l'alliance d'âmes qui se reconnaissent dans la poursuite d'un idéal commun. Vous préservez, mine de rien, les amants des petitesses et des fureurs destructrices. Vous guérissez, vous reconstruisez. C'est une idylle, des idylles, parce qu'il y en a plusieurs, hein, d'une géométrie parfaite. Une contemplation des essences de chacun qui suscite une immense déférence. La dignité est mise à rude épreuve lorsque le récit accepte de descendre dans des zones d'ombre, parce qu'il y a plusieurs zones d'ombre. Vous abordez néanmoins avec beaucoup de compassion la misère de la drogue et le pathétique des existences brisées. Votre description de la déchéance de l'héroïne est particulièrement touchante. J'ai trouvé cela très touchant, malgré toute la misère que l'on peut connaître de ceux qui sont victimes de la drogue. Vous n'évoquez pas les gouffres par goût du scandale, mais avec la ferveur d'un humaniste qui souffre devant la souffrance de ses frères. Vous décrivez la misère obscure des hommes, comme celle où la volonté humaine s'annihile devant les paradis artificiels. Votre plume
est habité par une énorme pudeur. Je l'ai dit, et vous nous faites traverser toutes les frontières avec beaucoup d'habileté, sans même qu'on s'en rende compte. On passe d'un domaine à un autre. Et moi, j'ai vu beaucoup de dimensions. Une dimension spirituelle très, très, très prégnante, avec la mer comme horizon, l'infini de la mer comme horizon, avec ces sages-là, Bamarandoi notamment, et puis il y en a un autre, le vieux Sambre, je crois, Tierno Sambre, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette dimension spirituelle. La dimension éthique aussi, j'ai vu dans le héros Sobel quelqu'un qui veut sauver le monde à travers l'éthique et l'écologie. L'écologie également traverse le livre avec beaucoup de... sans trop crier, mais avec beaucoup de retenue, mais on sent derrière une volonté politique, en tout cas une volonté politique de rétablir les choses. Comme si, à travers le chaos, dans le chaos du monde, il fallait la plume de l'écrivain pour retrouver du sens. C'est comme ça, moi, que je l'ai vu. Si je continue à parler, je peux parler pendant 1 heure, hein. Mais je crois que je vais m'arrêter là pour laisser quand même nos lecteurs en parler également et peut-être revenir sur d'autres aspects après, si monsieur le modérateur veut bien me redonner la parole. Merci. Non, je vous l'avais dit. Ah ouais, par rapport à elle. Merci beaucoup. Voilà. Donc, elle mérite vos applaudissements, hein, vos applaudissements, parce qu'elle vient de démontrer qu'elle a profondément plongé dans le livre. Et je retiendrai des mots très, très, très forts, comme carrefour ambitieux et profondément humaniste, voyage entre les continents, les religions, les paysages, majesté de la raison et du cœur, nomadisme textuel, amour grand, pur et respectueux, dimension spirituelle, éthique et écologique. Je suis certain que ceux qui vous entendront parler, s'ils ne l'ont pas encore fait, vont se précipiter pour acquérir le livre. Alors vraiment... Je peux juste ajouter une phrase. Parce que c'est la phrase que j'ai retenue. Quand j'ai lu l'ensemble du livre, il y a une phrase qui s'est incrustée dans ma tête. C'était « Faut-il se travestir pour retrouver son vrai visage ?» Hein, cette phrase, elle est à l'intérieur. Est-ce qu'il faut passer par des masques pour retrouver son vrai visage? Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que tout le détour du roman n'est-il qu'une manière pour le romancier de se retrouver lui-même? Faut-il se travestir pour retrouver son vrai visage? Au-delà de ce roman, je pense que c'est... Madame Diallo, Madame Diallo, ce que vous venez d'ajouter, faut-il se travestir pour retrouver son vrai visage? Je vais le retenir parce que je trouve que si l'on considère l'actualité actuelle du pays, ça fait réfléchir. Hein? Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas, Monsieur le Président, si... Voilà. Féliciter Fatoumata, dont je connais vraiment sa puissance dans l'analyse littéraire, dire que j'ai envie d'aller retrouver tout ce qu'elle a dit, hein, franchement. Parce que moi, c'est tout à l'heure que j'ai pris le livre avec ma sœur, pour dire simplement que ce qu'elle a dit dans sa présentation, nous arrive à tous, nous les auteurs. Parce que c'est pas, le titre n'est pas trouvé comme ça. Je sais que si l'auteur rentre dans, je ne sais pas si c'est l'auteur ou l'éditeur, mais si c'est l'auteur qui a trouvé le titre, il doit lui dire beaucoup de choses derrière aussi. Parce que là, elle nous a dit ça. Je crois que
masque déjà signifie beaucoup de choses. Qui s'est habilité derrière tout ça? Ça ne peut être que l'auteur. Pour dire simplement, j'ai lu encore la 4e pour revenir, parce que souvent, Fouad Badrebé parlait tellement de ça, du siècle des Lumières, où les techniciens, les scientifiques écrivaient, se créaient un club pour entrer dans la littérature, parce qu'on les mettait à côté, les spécialistes littéraires les mettaient à côté, ils se sont constitués en groupe, ou groupement simplement, pour parler de la littérature les soirs. Or, l'histoire nous a montré que les gens qui sont formés dans les disciplines techniques et autres, quand ils arrivent dans la littérature, sont très, très puissants. Et je crois que ce livre, ce qu'on a retrouvé tout à l'heure avec la présentation, démontre un peu cette possibilité. Donc, encore une fois, bravo de la note qui nous incite ou nous pousse à aller chercher vraiment ce qui n'est pas encore dit. Merci, Monsieur le Président, pour cet éclairage supplémentaire. Alors, je pense qu'après la présentation du livre, ce qu'on va faire, on va prendre certaines interventions et vous, après, vous allez prendre la parole. Alors, moi, j'ai dit qu'on a déjà fait, on a déjà organisé des cérémonies, que ce soit en France, à Tanger et à Dakar déjà. Et là, on est dans la maison des écrivains. Donc, je pense que, comme on a l'habitude de dire à tout seigneur, tout honneur, on va en priorité donner la parole aux écrivains avant de passer à d'autres invités qui sont ici présents dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un des écrivains qui voudrait prendre la parole. Madame Samb. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, ma rencontre, aujourd'hui c'est la première rencontre en fait physique entre donc l'auteur et moi-même, mais nous avons eu tellement nombre de hasards, des hasards, on dit que le hasard n'existe pas, il paraît que le hasard c'est lorsque Dieu a décidé d'être anonyme. J'ai vu une fois dans Facebook en fait que donc M. Ndao avait publié ce livre, et ce qui m'a intéressé c'est que je me suis dit, c'était un roman donc, et je me suis dit, les gens de la Banque mondiale, c'est des gens qui sont intéressés par des chiffres, les dettes cachées, les fameuses dettes cachées, les ajustements structurels. Et donc j'étais très très curieuse de savoir si ce roman avait de la douceur, si c'était autre chose que des chiffres. Et comme a dit beaucoup de monde, en fait, les scientifiques sont les meilleurs écrivains. Vous avez vu Birago Diop était médecin, je pense. Ousmane Sosé Diop aussi était vétérinaire. Kierno Monenembo est biologiste, etc., etc. Parce que bon, ils ont une écriture plus concise, très souvent. Regardez, en philo, les meilleures copies de philo ne sont pas les littéraires. Ce n'est pas les copies des littéraires, mais des scientifiques. Parce que bon, en philosophie, c'était montré. Voilà, et donc, on s'est parlé au téléphone il y a quelques mois, lorsque son livre est sorti, et il m'a dit, bon, je vais tout de suite aller chercher votre livre, et moi aussi j'ai promis d'aller chercher le sien. Mais lui, en tant qu'ancien de la banque, il est très structuré. Moi, je suis une rêveuse, et moi j'avais oublié d'aller chercher ce livre. Et hier, donc ma nièce me l'a appris, j'ai un cadeau pour vous, et c'est ce livre qui m'a porté. Et donc je me suis empressée je ne pouvais pas tout lire, de lire en diagonale et de lire le premier chapitre. Et moi aussi, j'ai eu comme le sentiment que Sobel, c'était vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes très présent. Et je me suis dit, ça, c'est le vrai fonctionnaire international qui prend une vraie retraite. C'est-à-dire qui repasse dans les endroits où il est passé en mission. Et pendant ce temps, au cours de sa carrière, il n'a pas réellement eu le temps d'apprécier, et il repasse et il redécouvre la beauté des choses et des personnes. C'est le sentiment en fait que j'ai eu. Et les thèmes, le livre est riche, il y a beaucoup de thèmes, la trahison, la polygamie, et le regard qu'il a, ça c'est tous les fonctionnaires internationaux qui rentrent chez eux, parce qu'on est toujours très nostalgique. Et il y a un nouveau regard sur son pays, sur Gorée, sur les paysages.
Et je retrouve en fait beaucoup de livres écrits par les internationaux. On voit toujours ça. Le retour au pays, le pays qui est toujours en fait idéalisé pendant notre exil et qu'on redécouvre avec ravissement et parfois avec beaucoup de déception. Donc je continuerai à lire le livre, je le dévorerai et je vous en reparlerai plus tard. Mais on a l'impression que c'est vous, que Sobé c'est vous. J'ai taquiné votre épouse, je disais, les missionnaires là, non, on ira comme Barthélémy Diaz, Madame Samb, je vous rassure, il n'y a pas de Sobel Ndaw. Je le connais très bien, on a une très grande complicité et je sais qu'il est d'une imagination débordante. C'est ce qui lui a permis de produire ce livre. Voilà. Voilà. Il y a un bonhomme qui s'appelle Théo 6. Est-ce que M. Fall ne serait pas M. 6? Je ne sais pas. On me donnerait le bon Dieu sans confession. Voilà, donc on va passer à d'autres interventions. Je ne sais pas, Babacar. Oui, pourquoi pas. Voilà, le matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé un texte dans mon téléphone mobile. C'est lui qui l'a produit, hein, Babacar, et puis lui aussi il est écrivain. Tout dernièrement, il a produit un livre là qui nous reparle de son parcours. C'est l'une des grandes personnalités de l'eau au Sénégal. Hein. Et là, vraiment, son témoignage, moi je l'attends impatiemment parce que je sais qu'il va être très pertinent et très poignant. Donc, Babacar, on te donne la parole. À l'édition des Lèvres internationales, qui a eu à présenter un de mes ouvrages intitulé Vie privée et vie publique, les tribulations de l'entreprise. Donc, c'est des présentations que j'avais faites avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de... Attendez, j'avais préparé un texte là. Donc, vous savez, comme il l'a dit, hein, c'était le matin, après la prière du matin, que j'ai eu à griffonner ce texte-là. Donc là, je disais quand même, il y a environ donc, un mois, les éditions Nègres internationales me faisaient l'honneur de présenter mon ouvrage consacré à ma vie privée et publique, intitulé Les tribulations de l'entreprise. Ce fut un moment chargé d'émotions, de souvenirs, mais surtout de gratitude. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir, mais également une certaine fierté que je me tiens devant vous pour célébrer l'œuvre dévoilée de mon collègue et ami Fadel Ndaw. Je dois d'ailleurs lui faire une confession. C'est lui qui, d'une certaine manière, m'a donné l'envie de m'essayer à l'écriture. Et je crois profondément que dans une vie, il y a des rencontres qui nous inspirent, qui nous élèvent et qui nous poussent à laisser une trace au-delà de notre métier et de notre profession. Nous autres ingénieurs, nous avons souvent la réputation d'être des hommes de calcul, de béton et d'ouvrages techniques. Mais nous construisons pour améliorer le bien-être matériel de nos semblables. Mais certains comme Fadel Ndaw réussissent un espoir encore plus rare. C'est de bâtir des ponts entre les cœurs, les cultures et les consciences. Fadel est de cela. Dans son premier ouvrage, Au fil de l'eau, il nous racontait déjà un parcours exceptionnel, celui d'un ingénieur ayant commencé modestement dans les études et le contrôle technique, avant de se voir confier, grâce à son professionnalisme, sa rigueur et la confiance des autorités, la gestion de l'un des plus grands projets d'eau potable et d'assainissement de son époque.
Cette réussite l'a conduit au-delà de nos frontières jusqu'à la Banque mondiale, où, on l'a dit tout de suite, il a poursuivi cette noble mission au Burkina, en Côte d'Ivoire et même en Égypte. Mais derrière l'ingénieur, le technicien, derrière le gestionnaire de grands projets, il y avait aussi un homme sensible, observateur de la société et des relations humaines. Et c'est précisément cet homme que nous retrouvons aujourd'hui dans Masque dévoilé. Je ne vais pas aller jusqu'à ce que dit Mme Diallo, mais en tout cas, on retrouve l'homme. À travers cet ouvrage, Fadel nous entraîne dans les vicissitudes de la vie, dans les contradictions humaines, dans les rencontres entre les cultures, dans les blessures parfois invisibles, mais aussi dans la force de l'amour et de l'espoir. Ce livre nous rappelle une chose essentielle. Nous portons tous des masques, surtout les hommes, des masques sociaux, des masques professionnels et des masques culturels. Mais la vie finit toujours, tôt ou tard, par révéler notre véritable visage. Je ne vais pas évidemment dévoiler davantage le contenu du livre, car un livre doit garder son mystère. Il doit donner envie d'être découvert, lu, partagé et transmis. Et je suis convaincu que cet ouvrage trouvera naturellement sa place auprès d'un public avide d'histoire vraie, de profondeur humaine et de réflexion sur nos sociétés. Permettez-moi enfin de terminer par cette phrase qu'un de nos professeurs, quand il faisait son discours d'usage, je crois que c'était vers les années 70 au lycée Charles de Gaulle. Alors j'avais retenu une phrase de lui. Il disait que le livre doit se livrer à nous pour nous délivrer. Je vous remercie. Après le beau discours de mon ami Babacar, tout est dit sur cet ouvrage. Mais quand même, je tenais à remercier Fadel particulièrement à m'avoir remis le goût de la lecture. Il m'a fait, après, au fil de l'eau, j'ai senti une plume exceptionnelle déjà. Une belle écriture, quelqu'un l'a dit, une capacité de synthèse. Je pense que l'écrivain a donné un mot tout à l'heure qui caractérise l'écriture des techniciens. Voilà, assez très synthétique et tout. Et quand j'ai vu Masque dévoilé, j'ai plongé tout de suite et c'était disons, succulent. J'ai voyagé, et, comme tout le monde d'ailleurs, en première classe, de Jeddah ou de Médine en Italie, et il nous a fait naviguer entre la Jordanie et Fandel, etc. C'est un voyage exceptionnel avec une richesse dans la culture et les thématiques qui sont sorties de ce livre, de cette écriture, très belle écriture. Et vraiment, merci Fadel pour ce... Et surtout aussi, Fadel a su son côté évidemment ingénieur, à travers toutes ces thématiques, il y a cette thématique des affaires. Et pas n'importe quelle affaire. Le gaz and oil, le pétrole et le gaz. Où je vous demande d'ailleurs, Fadel, si il est allé tellement en profondeur sur cette thématique dans cet ouvrage, et on en apprend beaucoup. C'est fantastique simplement. Et je l'ai lu d'un trait. Le livre, je l'ai lu d'un trait. Alors bon, voilà, merci encore Fadel pour tout ça. Évidemment, il nous a aussi fait voyager, et ça c'est le bon domaine, à travers l'art lunaire de la Jordanie, en Italie, ça ne peut pas manquer. Ça, je connais Fadel, je sais qu'il nous a fait voyager. Je pense que beaucoup ne me démentiront pas. Alors, j'ai vu, il y a eu des détails qui m'ont quand même marqué, et ça c'est certainement mon côté cinéphile. Il y a un détail de cette petite enveloppe qui est posée, qui a servi à filmer la scène, à la première rencontre. Ce détail passe tellement vite qu'on ne le remarque pas, et il ne revient plus presque jamais dans le livre après.
On oublie même, c'est à la fin qu'on se rend compte, mais à quel moment tout ça a eu lieu. C'est tellement bien glissé dans l'écriture que c'est un peu comme à la Hitchcock, là, très très bien fait. Ça m'a beaucoup frappé dans cette façon d'écrire de Fadel. Et par contre, moi, j'ai eu un petit pincement. La disparition rapide, là, à un moment donné, de Mona, je trouve qu'elle est partie trop vite. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il fallait s'en débarrasser, là, je ne sais pas comment. Et elle est partie trop vite. Et ça, c'est mon côté cinéphile. Hein. Moi, je la voyais bien peut-être au retrouvailles de Fadel où tout le monde s'est retrouvé à un moment donné. Parce que, encore une fois, mon côté cinéphile me ferait attendre une suite de cette saga. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il y a eu cet arrêt suivi. En tout cas, merci Fadel et félicitations. Voilà. Je ne parle pas, mais je parle. On a dit qu'on ne parle pas, mais je vais faire un petit témoignage. Je ne parle pas. Vous m'entendez? Donc bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Amadou Dé. Je avais dit que je ne parlais pas, puisque je suis le jumeau de Fadel. Donc, complice. Je dis aux femmes, soyez rassurées, il y a un peu de Sobel dans tous les hommes. Mais je peux vous confirmer, comme a dit Cheikh, que Fadel a l'esprit tellement fertile qu'il a bien vraiment narré ces choses-là. Donc, c'est pas lui le problème, c'est pas lui Sobel, mais il y a un peu de Sobel chez tout le monde. Et je pense que les femmes qui ont de la chance, c'est d'avoir des maris qui ont quand même beaucoup d'expérience, aussi bien sur le territoire qu'ailleurs. Je crois que c'est important. C'est plus ça. Ça, c'est vraiment une digression pour les femmes, pour les rassurer. Non, ça a été maintenant, ce que je retiens du roman, et je crois que c'est extrêmement important, Fadel est un grand narrateur. Et je crois que le plus important dans le roman, je ne suis pas littéraire, je suis scientifique comme lui, on a fait exactement la même chose, je suis son jumeau en tout point de vue. Et ce qui est important, je pense que c'est la narration. Du début à la fin, elle nous fait voyager. C'est la narration qui fait voyager. Et du début à la fin, depuis le départ de l'aéroport de Lida, en passant par Milan, en allant sur les lacs en Jordanie, en allant au Fanden, dans les frères, dans les roleries, tout ça c'est décrit d'une manière extrêmement vive, intéressante et captivante. Au-delà même des intrigues et de toutes les choses qu'il y a dans le roman, c'est vraiment la narration qui est importante. Je pense que le livre pourrait faire l'objet d'un bon film, d'un très bon film. Et je lui encourage je te remercie mon jumeau, mon frère, et que tout le monde soit rassuré que la vie c'est comme ça. Merci. Je m'appelle Amadou Guiro. Avec Fadel, nous avons été ensemble à Toulouse lorsque nous étions jeunes étudiants. Donc il y a très longtemps, il y a quelques temps. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de retrouver d'anciens amis de l'époque. Je dois dire que je n'ai pas fini de dire, j'ai commencé le premier jour quand je l'ai reçu. Le lendemain, je l'ai offert à quelqu'un qui fêtait son anniversaire. Parce que tellement ce que j'avais commencé à dire m'avait plu. Et plutôt que d'aller chercher un cadeau, j'ai dit tiens, je vais lui offrir donc ce livre. C'était un ami commun d'ailleurs, je te dirai le nom donc après. Et je crois que là, je remercie la présentatrice qui a fait une présentation donc magnifique, qui me donne envie encore de dévorer le livre. Et je crois que je vais avoir une insomnie ce soir, je vais y aller. Et donc, au fond, pour terminer les chapitres donc j'avais commencé à lire. Et c'est un grand plaisir pour moi. Je dois dire que j'ai connu Fadel en tant que technicien, technocrate. Et après sa retraite, quand elle a commencé à écrire, surtout avec celui-là, j'ai dit, ah, Fadel se lâche. Hein? Ouais, j'ai senti que beaucoup de contraintes institutionnelles et autres, de réserves et autres, qui empêchent de prendre la plume à un moment quand on assure certaines fonctions, quand on les a plus, là, effectivement, donc on se lâche, on le découvre. Donc, Fadel est écrivain, donc qui écrit, qui n'a plus de contraintes et qui peut se lâcher, comme je dis, qui laisse tomber ce masque, hein, qui laisse tomber ce masque et dévoile les masques des autres aussi. Donc, et dévoile donc les masques des autres.
Je crois que c'est un moment où il y a du Fadel, un peu de Fadel, mais aussi, on va dire qu'il y a une grande part de fiction, comme on dit, donc pour rassurer donc, tout le monde. Et dans cette fiction, peut-être que chacun d'entre nous peut se retrouver donc, à un moment ou à un autre par rapport à certains passages. Donc, je te félicite beaucoup et je suis très content d'être ici et surtout aussi le plaisir de retrouver des vieux amis donc, de l'époque. Et il garde le fond profondément, parce qu'il a été militant, c'était un militant de l'association des étudiants sénégalais, il était aussi très engagé, très à gauche, il voulait refaire le monde, comme nous on pensait qu'on allait refaire le monde et tout, mais ce fond, quand on le lit, particulièrement sur l'analyse sur le pétrole, le gaz et tout, on voit que le fond fondamentalement, donc il est toujours. Donc je suis très heureux donc, de voir cela et je crois que je vais continuer ce soir à lire. Merci beaucoup. Et qui va revenir sur le livre et aussi pour répondre à certaines de vos interrogations ou vos contributions. Voilà, Fadel, vous avez la parole. Merci beaucoup, chef. Franchement, je ne sais pas par quoi commencer, tellement le débat est très riche. Et en fait, ce n'est pas des interrogations, ce sont des témoignages, des retours. Et franchement, c'est un très grand plaisir pour moi qu'il y ait ce rassemblement entre les techniciens que nous sommes. Avec Babacar, on a plutôt l'habitude de parler d'assainissement, de dégoût. Et aujourd'hui, on sort un peu du trou pour parler de littérature avec Mme Diallo. Franchement, c'est quelque chose d'excellent. C'est vraiment ce mélange-là, cette opportunité qu'un livre offre pour que des esprits qui sont dans des domaines différents puissent dialoguer, quoi. Et ce dialogue-là est possible. Et vous l'avez dit, effectivement, en fait, ce biais-là qu'il y a depuis le lycée entre scientifique et littéraire, très franchement, je crois qu'il faudrait essayer de corriger cela. Et Mme Diallo vient de me dire qu'en France, maintenant, il n'y a plus de séries. Et donc, c'est important. Donc, je remercie M. Dion, n'est pas là, mais je commence par le remercier de nous avoir accueillis, franchement, et d'être resté longtemps. C'est pas, voilà, il a beaucoup d'autres obligations parce qu'il y a un salon du livre qu'il doit préparer. Donc, je le remercie infiniment. Je remercie bien sûr mon ami Cher, qui est dans tous mes combats. Et donc, moi, ce que je fais quand j'ai un événement, je lui dis Cher, voilà le programme, et puis tu n'as rien à dire. Et puis, quel que soit l'événement, les contradictions qu'il peut avoir dans son agenda, il vient. Et on est ensemble depuis, on a travaillé dans le secteur de l'eau parce que c'est l'ancien directeur de communication de la SDE. Et aussi, c'était l'ancien rédacteur en chef du journal Le Soleil, mais l'ancien Soleil du temps de Bara Diouf. Et donc, c'était l'excellence en matière de journalisme. Je le remercie vraiment infiniment pour ça. Il est toujours présent à chaque fois que je le sollicite, quoi. Je remercie aussi Mme Diallo. Franchement, quel plaisir, vraiment, de l'écouter, quoi. C'est comme vraiment, très franchement, c'est très agréable, quoi. Quand on écrit, et puis qu'une dame comme madame, qui est professeure, qui enseigne la littérature et qui, en un temps record, vous sorte les mots, quoi. Même moi, j'étais un peu dépassé à un moment donné. Tellement c'était profond, tellement c'était bien analysé. Et vraiment, c'est ça aussi, vraiment un retour comme ça que j'attendais, hein, et qui m'a fait énormément plaisir, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir très rapidement pris la parole pour faire un retour de cette nature sur ce roman. Je remercie évidemment Mme Goné, qui vraiment m'a accompagné depuis le début. Dès que je lui ai envoyé mon manuscrit, tu sais, quand on lance un manuscrit comme ça devant une personne qui est spécialiste, parce que c'est une bouteille à la main, on s'est dit, mais est-ce que... Parce qu'un roman autobiographique, c'est facile, c'est des choses que nous maîtrisons. Parler d'eau, parler d'assainissement, tout ça, je sais faire. Et j'ai fait beaucoup d'ouvrages techniques quand j'étais à la Banque mondiale, donc ça n'a pas été très difficile. Mais le roman, c'est un domaine réservé en quelque sorte. Et donc, je me suis engagé là-dedans. Et franchement, j'attendais avec anxiété son premier retour en tant que spécialiste de la littérature. Et ça m'a beaucoup encouragé. Elle m'a aidé, elle m'a accompagné dans la réécriture, vraiment dans l'édition, etc. Et donc, je vous remercie infiniment. Et votre enthousiasme m'a vraiment permis d'avancer, d'aller plus loin et d'y croire en quelque sorte. Et donc, non seulement pour cela, mais quand le livre est sorti aussi, elle s'est empressée d'en parler à tout le monde et vraiment d'en faire la promotion.
Que dire des autres amis qui sont là? Vraiment, franchement, ce sont... Donc, Ismaël est parti, Ismaël Dien, on était à l'école primaire ensemble. Il vient juste de partir, je crois. Voilà, donc les autres que j'ai connus au lycée Brésiagne, Amadou, Moussa Gakou, voilà, d'autres que j'ai rencontrés dans la vie professionnelle quand on était à Toulouse, donc voilà, comme étudiant, mon Kiro, mon cher Ali Ndiaye, l'imam Ali Ndiaye, mais entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, si on se mettait à dévoiler, franchement, Aduna Touki, quoi. Donc, évitons de dévoiler quoi que ce soit, parce que sinon, bon, j'en sais des choses, quoi. Hein? Si on dévoile, on sait tomber les masques, c'est Aduna Touki, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, Ali, dans son quartier-là, si jamais à la mosquée, vraiment, tu veux postuler à être imam, je dois faire un témoignage. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et donc Moussa aussi, vraiment, si tu parlais, vraiment ce serait la catastrophe. Aduna Touki, quoi. Parce que il y a trop de choses. Mais si je parle sur toi aussi, ça va être la même chose. Donc voilà, donc on se neutralise, quoi. Et Madame semble beaucoup trop nous connaître. Et franchement, bon voilà, elle a dévoilé une partie de nos secrets, quoi. Donc voilà, donc comme on dit, donc les masques sont partout. Donc je félicite tout le monde, je félicite mon épouse bien sûr qui m'a accompagné. Voilà. Elle est très discrète. Je remercie aussi ma fille Mambarou qui est là, qui a cru aussi au livre, qui a relu le livre aussi. Et qui parlait de la scène à Milan. C'est Madame Chegou qui en parlait. Et donc dès l'instant, quand elle a relu, dès l'instant qu'il y a dans l'avion, il y a eu un échange de téléphone, elle a tout de suite vraiment réagi, quoi. Vraiment, elle était choquée déjà. Et elle sentait venir. Hein? Et dans cette scène-là que j'ai voulu pudique, mais bon, voilà, elle est pudique, je crois, dans la scène, etc. Donc, voilà. La dernière version. Hein? La dernière version. La dernière version, parce que j'ai dû enlever des choses. Amadou m'a dit des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà. Donc, ma grande sœur qui est à Paris, sa fille et tout, ont beaucoup contribué aussi. Parce que aussi le regard des jeunes, c'est important. Et puis, bon, des fois aussi, ils sont plus sages que nous. Hein. Papa, ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas montrer ça. Il faut, voilà, il y a des choses comme ça, voilà, que j'ai corrigées grâce à elle. Et vraiment remercier tout le monde. Hein. Je pense que Cher aussi, c'est une œuvre en plus collective, quoi, en quelque sorte. Hein. Mais quand on écrit aussi, on est obligé. Quand on dit Sobel égale Fadel, ça ne m'étonne pas. Et en fait, bon, voilà, le roman, c'est le produit du vécu de celui qui l'écrit. On ne peut pas se détacher de son vécu, en quelque sorte. Bon, et puis c'est beaucoup plus facile, hein, quand on décrit un lieu, que ce ne soit pas fictif. Même si le roman est une œuvre fictive, mais ça part de la réalité. Et les grands écrivains qu'on aime toujours citer, hein, Victor Hugo, moi je lisais beaucoup quand on était jeune, hein, et ça inspire, quoi, la façon dont ces grands écrivains, Victor Hugo, Charles Dickens, ici plus près de chez nous, bon, il y a Jules Verne aussi, plus près de chez nous, Sembène, Cheikh Hamidou Kane, voilà. Donc, l'écrire l'environnement, c'est placer le personnage bien fictif au sein de son environnement. C'est important qu'on sente vraiment là où le héros vit et aussi ses sentiments et tout ça, c'est important de décrire l'environnement. Donc, Jordanie, j'ai vécu vraiment là-bas. Disons, j'ai vécu, c'est un lieu que je cite à Petra, comme sur la mer Morte, j'ai vécu. À Milan aussi, c'est des endroits que j'ai fréquentés. Et vraiment, ce qui m'a plu, ce que Mme Seck a dit, ça, je ne m'imaginais pas. Mais vous savez, on a tous un subconscient qui sort quand on écrit. Et donc, le fait d'avoir été expatrié et de revenir dans son pays et de redécouvrir son pays, c'est quelque chose qui ressort effectivement du roman, que je ne sentais pas. Donc, quand on écrit, en fait, on ne se rend pas compte de tout ça. C'est pourquoi ces retours-là sont vraiment très intéressants. Le fait de ce retour au pays, ce retour à Fanden, hein, que j'ai connu, comme Moustapha l'a dit, mon premier voyage d'ingénieur ici, quand j'ai été diplômé en France, je suis revenu. On m'a envoyé dans cette zone-là pour aller visiter des anciens lacs qui se sont asséchés.
C'est là que j'ai vraiment apprécié ce village, Fandène. Je raconte l'histoire donc dans le livre des Sérères Non, tout ça. Et je me suis vraiment attaché à ce village-là. Donc, voilà, ce roman-là mélange donc intrigue, amour, voyage. Et comme vous l'avez dit, Madame Diallo, les dimensions spirituelles sont... La dimension spirituelle est très forte parce qu'il revient de la Mecque. Et aussi les Layènes, je crois qu'on l'a... Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les Layènes, bien que je n'en sois pas. Mais j'ai tenu à faire même le voyage spirituel, aller à l'appel, m'asseoir sur le sable, sentir vraiment l'appel, comment c'est vécu en quelque sorte. Et ça, c'est très important. Et le côté spirituel donc, joue un rôle important dans ce roman-là, à montrer que voilà, la foi, c'est important, montrer aussi que le retour à nos sources, c'est important. Parce que nous, Sénégalais, nous sommes, de notre génération en tout cas, nous sommes un peu influencés par plusieurs, en fait, sources en quelque sorte, philosophiques ou même spirituelles. Nous sommes musulmans, donc nous sommes influencés par le soufi, disons les confréries, etc., auxquelles nous appartenons. Nous sommes donc foncièrement musulmans. Nous sommes aussi cartésiens. Bon, en tant qu'ingénieur, c'est très facile, mais nous avons eu la philosophie occidentale aussi. Donc nous nous référons à Kant et même le personnage de Issa Samb d'ailleurs, de Thierno Samb, reflète cela. Parce que c'est un ancien professeur de philo qui manipule, qui parle du Coran, qui récite des vers du Coran, donc, et qui cite aussi Nietzsche. Voilà, et donc c'est extraordinaire ce mélange-là qu'on a entre donc, le côté musulman, le côté raison, donc le côté occidental, et le côté aussi maintenant de nos ancêtres aussi. Et on ne perd rien de tout ça. Et donc, d'ailleurs, Bamar le dit dans le roman, à un moment donné, quand il a voulu aller à la Mecque, bien qu'étant un musulman, pratiquant et tout, il était parti avec ses gris-gris. Qu'on lui a enlevé à l'aéroport. Et donc, ça, c'est des histoires comme ça qui arrivent. Donc, bon, on a beau croire à ce qu'on nous dit, mais au dernier moment, on s'est dit que mes ancêtres ou bien mes grands-parents m'avaient demandé vraiment de faire attention et de porter les gris-gris. Donc, tous, on a eu, au moment donné, recours à cela, quelle que soit la profondeur de notre foi. Hein. Donc, voilà, l'amour, je crois, traverse le roman aussi. Donc, cet amour entre Sobel et Mona, je crois que c'est important de montrer qu'effectivement, entre deux personnages qui sont très différents, ils puissent naître cet amour brûlant qui les a poussés à être ensemble. Et effectivement, j'ai évoqué le thème du voyage aussi, mais Madame Diallo a évoqué aussi une autre dimension, la dimension écologique. Et c'est lié un peu au voyage. Hein. Bon, l'écologie par rapport au pétrole, parce qu'on est en train d'exploiter le pétrole, mais les risques de marée noire, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Au-delà, au droit de Sangomar, est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour que s'il y a un incident, ça ne puisse pas effectivement avoir un impact sur la pêche, un peu parce que notre ressource principale, nous Sénégalais, c'est la pêche. Hein. Et donc tout ce qui peut menacer la pêche, c'est dangereux. Et donc je crois que Waré Seck, Madame Seck, si Waré était là, elle aurait vraiment entonné cet hymne-là à l'écologie, véritablement, parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour l'écologie, pour les droits de l'homme. Donc voilà, donc moi c'est un grand plaisir, hein, franchement je ne peux pas en dire plus. Je pense que vous l'avez tous lu le roman, vous en avez vraiment tiré la substantifique moelle. En tout cas, Madame Diallo, j'ai bu vos paroles avec vraiment beaucoup de plaisir. Hein. Et donc, voilà, l'objectif c'était ça, de faire en sorte que ceux qui le lisent en disent quelque chose. Ce n'est jamais parfait aussi, parce que vous l'avez dit, sur les personnages féminins, peut-être que, voilà, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, c'est le destin de Mona. Bon, voilà. C'est montrer aussi que quand la drogue aussi, ça finit toujours mal. Et que c'est très très difficile vraiment de s'en sortir. Et donc elle portait un masque, c'est une femme. C'est pourquoi dans la vie aussi, rien n'est parfait, quoi.
C'est-à-dire, voilà une femme qui pouvait, comme vous disiez, Mme Goné, elle pouvait cocher en fait, voilà, toutes les cases. Hein. Elle est belle. Et quand je parle de Mona, d'ailleurs, ma femme me regarde d'un air. Comment? Mais Mona, franchement, c'est, voilà. Elle a tout ce qu'il faut. Journaliste au Corriere della Sera, elle voyage, elle habite à Milan. Donc, a priori, elle coche toutes les cases pour être une femme heureuse. Hein. Une femme d'origine arabe, mais qui sait, elle va en Occident, se métamorphose hein, dans l'avion. Voilà, en une femme occidentale, donc elle est métissée, elle a une double vie, sa mère est italienne et son père est jordanien, mais malgré tout, il y a quelque chose là, elle est tombée amoureuse pour la première fois presque de sa vie, de ce Sobel, donc normalement elle devait mener une vie, vraiment, elle est venue au Sénégal, elle a beaucoup aimé, elle s'est installée à Somone, voilà, ils ont fait le voyage de retour en Jordanie. Tout s'est très bien passé, mais bon, malheureusement, ça vous rattrape, quoi. Et donc, c'est son destin, malheureusement. Et donc, voilà, je regrette que certains me disent que voilà. Et ce n'est pas vous seulement hein, qui est Bokar. Beaucoup de lecteurs m'ont dit, mais voilà, il ne fallait pas que ça se termine là-bas. Et je crois que Soda Diop aussi, qui est là. Soda, tu peux venir, s'il te plaît? Soda, viens. C'est ma nièce, applaudissez-la. Et évidemment, il ne faut pas m'en vouloir, hein, si je mets en valeur Soda. Hein? Soda, viens t'asseoir près de moi. Parce que Soda, elle a 12 ans, mais elle a lu tout le livre. Ça, c'est très encourageant. Hein? Très encourageant, vraiment. Elle m'a fait un retour en me disant, papy, oh, parce que dès qu'il y a eu la scène, effectivement, où Mona est morte, elle a dit non, je ne lis plus rien. C'est fini, moi, le livre ne m'intéresse plus. Et elle dit aussi, la couverture du livre, c'est trop abstrait. Si j'avais à faire la couverture, j'allais dessiner Mona, j'allais dessiner Sobel. Donc, dans son esprit, donc, elle visualise les personnages. C'est ça qui me plaît beaucoup. Que des personnages fictifs comme ça, qu'on les décrit, mais en fait, ont de la chair dans le roman. Et qu'elle arrive à les visualiser. Je suis sûr que j'attends toujours mon dessin de Sobel et de Mona. J'espère que je l'aurai. Mais je te laisse dire un mot. Vraiment, je sais que c'est très difficile pour un enfant de s'exprimer comme ça. Mais dis 2 ou 3 mots, vraiment, sur le roman, comment tu l'as ressenti. Bonjour, je m'appelle Soda Mariam Diop. J'ai 12 ans. J'ai beaucoup aimé le livre et il m'a beaucoup plu. Il a même été mon livre de chevet pendant plusieurs jours et j'attends le 3e roman. C'est une écrivaine aussi, hein? Vraiment, il faut qu'on la souligne, Madame Diallo. Vraiment, hein? Elle n'est pas timide, voilà. Donc, elle a 12 ans, qui a 12 ans, n'est-ce pas? Voilà, Soda, merci beaucoup. Et ça fait plaisir, hein? À 12 ans. Mais nous, c'est ce qu'on faisait aussi, hein? Je pense que quand on était jeune, on avait 12 ans, on allait au centre culturel français, on lisait beaucoup à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Il faut redonner le goût de la lecture aux enfants. Vraiment, elle a tout lu, hein. Franchement, voilà. Et Ibrahim aussi, même chose. Et mon trondo aussi, Fadel, hein, lit chaque jour. Mais bon, je crois qu'il ne lit pas trop vite. Mais c'est encourageant de voir que les enfants s'intéressent à ce roman, à la lecture. Ça sort un peu des tablettes et de TikTok, quoi. Et c'est ça l'avenir, en fait. Donc, merci beaucoup, M. Diop, merci beaucoup à Ndependa de mettre vraiment maintenant peut-être cher pour conclure, puisque c'était notre hôte. Merci beaucoup. Mais avant de vous dire au revoir ou de conclure, je voudrais revenir un peu, parce que j'ai entendu de part et d'autre la consistance de l'ouvrage. Je ne l'ai pas lu, je ne prétends pas en parler déjà. Mais ce que je voudrais dire à l'auteur, j'ai compris qu'on l'enferme dans une prison. C'est-à-dire, toutes les personnes qui sont intervenues le ramènent vers la réalité. C'est comme s'il a fait un roman autobiographique ou un récit autobiographique. On lui rappelle ses repères et il accepte. Alors que lui, il a
fictionnaliser son ouvrage. Il faut refuser quelque part. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui lit le livre à Bamako, il ne peut pas confirmer ce que vous dites dans l'ouvrage. Lui, il reste dans la fiction. Restez dans la fiction, quelque part. Ne vous laissez pas... Voilà. Parce que vos amis vous ont mis dans la prison. Voilà, c'est ça. Merci, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et vous dire merci beaucoup, parce que cette maison, on ne cessera jamais de le redire, qu'elle est ouverte pour tout le monde. Elle est ouverte pour tous les auteurs, les lecteurs. Vraiment, elle est ouverte. La preuve, depuis quelque temps, on n'arrête pas de présenter des ouvrages ici. On le faisait bien sûr en avant, mais maintenant, avec le rythme, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et dire simplement félicitations, parce que j'ai vu vraiment Youssef subir tout et hein. Ah oui. Non, c'est vraiment, voilà, félicitations, et je vais le lire bien. Merci encore, ma sœur.